Si on te donnait l'ordre d'assassiner un parfait inconnu dans la pièce d'à côté, en appuyant simplement sur un interrupteur métallique, tu le ferais? Tu penses aujourd'hui que ta morale, ton éducation, ton empathie et tes valeurs personnelles t'en empêcheraient d'une manière absolue? C'est une illusion confortable, une barrière protectrice que ton cerveau a construite pour préserver ton estime de toi et te permettre de dormir la nuit. La réalité scientifique est infiniment plus sombre, plus froide et totalement dénuée de pitié. Sous la pression d'une autorité que tu juges légitime, plus de 65% de la population accepte d'administrer des décharges électriques mortelles à un être humain qui hurle de douleur. Ce mécanisme d'annihilation de la conscience ne relève pas de la folie ou d'un sadisme caché, mais d'un glissement psychologique extrêmement précis que les manipulateurs les plus redoutables utilisent chaque jour dans l'ombre. Comprendre comment ton esprit se déconnecte de sa propre boussole éthique face à un symbole de pouvoir est l'unique rempart qui te sépare de la soumission totale. Si tu ne maîtrises pas cette faille fondamentale de l'architecture humaine, tu es déjà, sans le savoir, le jouet des structures qui t'entourent. Pour comprendre la profondeur de ce piège, il faut plonger dans les sous-sols de l'université de Yale en 1961. Le psychologue Stanley Milgram y réalise une expérience qui va briser à jamais l'image que l'humanité se fait de sa propre liberté de choix. Imagine la scène, car elle se répète aujourd'hui sous d'autres formes dans ton quotidien. Tu te portes volontaire pour une étude sur la mémoire. On te présente un autre participant, un homme d'un certain âge, jovial et amical. Un tirage au sort truqué désigne ton rôle. Tu seras l'enseignant et lui sera l'apprenant. On l'installe sur une chaise électrique, on lui attache les bras et on applique une électrode sur sa peau. Toi, on t'emmène dans une pièce adjacente, devant un immense pupitre de contrôle en acier gris. Devant toi s'alignent 30 interrupteurs. Ils vont de 15 volts, étiquetés choc léger, jusqu'à 450 volts, flanqués d'une mention terrifiante gravée en lettres rouges. Danger, choc sévère, suivi d'un sinistre triple X. Ton ordre est simple, tu dois lui poser des questions. À chaque mauvaise réponse, tu dois lui infliger une décharge électrique, en augmentant la tension de 15 volts à chaque fois. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'apprenant est un acteur de mèche avec le chercheur et qu'aucune décharge n'est réellement envoyée. Mais pour toi, le bruit de l'électricité et les cris sont désespérément réels. À 75 volts, l'homme gémit. À 150 volts, il supplie qu'on le détache, hurlant qu'il souffre du cœur. À 300 volts, il frappe désespérément contre la cloison. Et puis, plus rien. Le silence absolu. Un silence de mort. Pourtant, à chaque fois que tu hésites, que tes mains tremblent, que la sueur perle sur ton front, l'expérimentateur, debout derrière toi, vêtu d'une simple blouse grise de technicien, prononce d'une voix calme et monocorde des phrases rituelles. « S'il vous plaît, continuez. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. » Quel pourcentage de personnes penses-tu être allé jusqu'au bout, jusqu'à la décharge finale de 450 volts, celle qui équivaut à une condamnation à mort? Avant l'étude, les psychiatres consultés estimaient que seul 1% de sadiques cliniques iraient jusqu'au bout. La réalité, 2/3 des sujets ont obéi jusqu'au dernier interrupteur. Des pères de famille, des étudiants, des citoyens ordinaires, des gens comme toi, qui ont continué à presser le bouton alors qu'ils n'entendaient plus que le silence de la pièce d'à côté? La machine s'est mise en marche. Pourquoi ont-ils fait cela? La réponse tient en un concept découvert par Milgram, le passage de l'état autonome à l'état agentique. Dans la vie courante, tu te considères comme responsable de tes actes. Tu es dans un état autonome. Mais dès que tu entres dans une structure hiérarchique, ton cerveau opère un glissement. Tu ne te perçois plus comme l'auteur de tes actions, mais comme l'agent d'exécution d'une volonté supérieure. Ce transfert de responsabilité est le saint graal de la manipulation. Le sujet qui presse le bouton de décharge ne se sent plus coupable. Dans son esprit, la culpabilité a glissé sur les épaules de l'homme en blouse grise. Il se dit « Ce n'est pas moi qui lui fais du mal, c'est lui qui me l'ordonne. Je ne suis que l'instrument. » La conscience morale n'est pas détruite, elle est simplement déconnectée du corps par une illusion de délégation. Et ce qui court-circuite ton jugement avec une efficacité redoutable, ce sont les symboles extérieurs d'autorité. Dans l'expérience de Milgram, la blouse, le ton de voix neutre, l'environnement prestigieux de l'université suffisaient à créer cette soumission. Nous sommes programmés depuis l'enfance, par l'école, la famille et les institutions, à associer ces signaux à la vérité et à la sécurité. Notre cerveau reptilien préfère obéir à un symbole fort plutôt que de gérer l'immense anxiété de la désobéissance et du conflit. Mais ce mécanisme s'arrête-t-il aux portes des laboratoires scientifiques? Regarde bien autour de toi. Ce processus d'anesthésie éthique se produit chaque jour dans le silence feutré de ton quotidien, sans que tu n'en perçoives jamais les rouages.
Les plus grands manipulateurs de notre époque n'utilisent plus de décharge électrique, ils utilisent les structures mêmes de notre société. Dans le monde professionnel, ce glissement est omniprésent. Une entreprise est, par définition, une gigantesque machine de 1000 grammes. Quand un cadre supérieur demande à un employé de falsifier un rapport, de dissimuler un défaut de fabrication sur un produit grand public ou d'appliquer des méthodes de licenciement moralement destructrices, la réponse est presque toujours la même. Je ne fais que suivre les directives. C'est la procédure, c'est la politique de la maison. Pour étayer cette terrifiante réalité quotidienne, il faut analyser une seconde étude historique, menée par Charles Hoefling en 1966, dans un milieu hospitalier bien réel. Un chercheur appelle anonymement 22 infirmières de garde dans différents services. Il se présente comme un médecin de l'hôpital, le Dr Smith. Il leur ordonne d'administrer en urgence 20 mg d'un médicament appelé Astrotène à un patient. Cette situation accumule pourtant les signaux d'alarme absolus. Le médecin est un inconnu qui donne un ordre par téléphone, ce qui est strictement interdit par le règlement intérieur. Le médicament n'est pas sur la liste des produits autorisés de la garde. Plus grave encore, l'étiquette sur le flacon indique clairement que la dose maximale quotidienne est de 10 mg. L'ordre du médecin impose donc d'injecter une double dose potentiellement mortelle. Penses-tu que leur formation médicale, leur déontologie et leur souci de la vie humaine les ont poussés à refuser ? 21 infirmières sur 22 se sont dirigées vers le lit du patient avec la seringue remplie, prêtes à injecter le poison sans poser de questions, avant d'être arrêtées in extremis par les observateurs de l'étude. Le simple titre de docteur prononcé au téléphone a suffi à éteindre instantanément toutes les années d'études, de protocoles de sécurité et de morale personnelle de ces professionnels. La manipulation se nourrit de l'absence de friction. Le manipulateur en position de force utilise la technique de l'engrenage par petits pas, exactement comme les paliers de 15 volts de 1000 grammes. On ne te demande jamais de commettre une monstruosité d'un seul coup. On commence par te demander une toute petite concession, presque invisible, insignifiante, un petit mensonge, une petite signature sur un document annexe, une légère entorse aux règles. Une fois que tu as accepté cette première étape, ton esprit a besoin de rester cohérent avec lui-même. Refuser l'étape suivante, c'est admettre que la précédente était déjà une erreur. Alors, tu continues. Tu glisses lentement le long de la pente, interrupteur après interrupteur, jusqu'à ce que tu te retrouves à administrer des chocs de 400 cuisantes intensités à tes propres valeurs sans même comprendre comment tu en es arrivé là. Le manipulateur, lui, observe ton silence avec un calme glacial. Il sait que tant qu'il maintient l'illusion que le responsable c'est lui, ou que le responsable c'est le système, la charte, l'algorithme ou le marché, tu continueras d'exécuter ses ordres les plus destructeurs. Combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose de moralement douteux au travail simplement parce que c'était la procédure ? Si tu ne développes pas immédiatement des contre-mesures psychologiques actives, tu resteras un exécutant passif dans les mains de n'importe quel individu arborant un costume, un titre académique ou une posture d'autorité. Tu dois apprendre à briser l'état agentique avant qu'il ne s'empare de ta volonté. Voici 3 protocoles précis pour neutraliser cette soumission inconsciente et reprendre le contrôle de tes choix. La première méthode est l'ancrage de la responsabilité verbale. Dès que tu reçois une injonction qui entre en conflit avec tes valeurs profondes ou qui te semble suspecte, tu dois briser le flou artistique de la hiérarchie. Tu dois forcer le donneur d'ordre à assumer explicitement la paternité morale et juridique des conséquences. Face à une demande douteuse de ton supérieur ou d'une figure d'autorité, utilise une formulation chirurgicale. Est-ce que vous confirmez par écrit que j'agis sous votre entière responsabilité et que vous assumez seul les conséquences si cette action tourne au drame ? Observe attentivement sa réaction. Le manipulateur adore donner des ordres implicites ou diluer la responsabilité, mais il déteste par-dessus tout laisser des traces écrites qui le lient directement aux conséquences d'un acte immoral. En ramenant la responsabilité sous les projecteurs, tu brises le transfert psychologique et tu le forces à reculer. La deuxième technique consiste à opérer une déconstruction systématique des symboles de légitimité. Tu dois apprendre à séparer le messager du message. Quand quelqu'un tente de t'imposer sa volonté, ignore complètement ses attributs extérieurs. Fais abstraction de sa blouse blanche, de son costume sur mesure, de son diplôme encadré au mur, de son jargon technique ultra complexe ou de son ton de voix condescendant. Pose-toi cette question fondamentale. Si cette même personne me faisait cette demande en t-shirt, dans une ruelle sombre, sans son titre officiel, est-ce que je considérerais son exigence comme rationnelle, éthique et acceptable ? Si la réponse est non, c'est que tu es en train de succomber au mirage de l'autorité, et non à la validité de la demande. Neutralise l'aura du manipulateur en le visualisant dépouillé de tous ses artifices de pouvoir. La troisième arme de défense est la règle du premier écart.
c'est l'outil le plus puissant pour stopper l'engrenage mortel des petits pas. Tu dois apprendre à repérer la toute première décharge de 15 volts, celle qui te semble anodine, mais qui prépare le terrain pour les 450 volts futurs. C'est le moment où ton esprit ressent un léger pincement à l'estomac, une micro-hésitation éthique. N'attends pas que la situation s'envenime, n'attends pas d'être trop engagé pour dire non. C'est à la première étape, et uniquement à la première, que la résistance est la plus facile. Pose une limite infranchissable dès le départ. Si tu acceptes de plier d'1 millimètre aujourd'hui sous prétexte que ce n'est pas grave, tu as déjà accepté implicitement de plier d'1 kilomètre demain. La fermeté initiale est ton unique garantie de liberté. Le monde moderne n'est pas géré par des leaders inspirants, mais par des ingénieurs de l'obéissance passive. Prends un instant pour observer ton existence sous cet angle nouveau. Regarde autour de toi. Les structures sociales, professionnelles et personnelles qui t'entourent ne t'apparaissent plus comme de simples organisations bienveillantes ou neutres. Tu vois désormais les fils invisibles qui relient les individus. Tu discernes les blouses blanches invisibles que portent ceux qui dirigent tes choix, dictent tes opinions et orientent tes comportements de manière imperceptible. Regarde tes propres comportements passés. Combien de tes décisions importantes ont été prises de manière autonome et combien ont été dictées par la peur inconsciente de déplaire à une figure d'autorité, de briser le protocole ou de perturber le confort d'un système établi. Cette réalisation peut être douloureuse. Elle te force à admettre que tu as été, toi aussi, l'exécutant de volontés qui n'étaient pas les tiennes. Mais cette prise de conscience est le début de ta véritable émancipation. Tu ne peux plus être manipulé par les mêmes artifices. Désormais, chaque fois que tu sentiras la pression d'un symbole de pouvoir, chaque fois qu'on tentera de te faire glisser vers l'état agentique, tu ressentiras cette friction interne. Tu verras l'interrupteur devant toi et tu sauras que tu as le pouvoir absolu de retirer ta main du pupitre. Tu n'es plus un rouage, tu es le maître de ta propre conscience. Maintenant que tu as compris comment l'autorité peut plier n'importe quelle conscience à sa volonté, tu es prêt à passer à l'étape suivante. Mais ce que tu viens de découvrir n'est que la surface visible d'un édifice bien plus monumental et terrifiant. Il existe un mécanisme encore plus insidieux, un protocole de manipulation de masse si puissant qu'il ne cherche pas seulement à obtenir ton obéissance par la force ou le statut, mais à te faire désirer ardemment ta propre soumission en te faisant croire que chaque ordre exécuté est le fruit de ta propre liberté. Une dynamique psychologique si subtile qu'elle réécrit tes désirs les plus intimes à ton insu? Ne reste pas au bord du chemin alors que les clés de la souveraineté mentale s'offrent à toi. Poursuis ta quête de lucidité. Garde les yeux ouverts, remets chaque symbole en question et prépare-toi pour ce qui arrive.